Alors, bienvenue à Dakar en marge du sommet de la francophonie qui se tient du 29 au 30 novembre 2014, ici à Dakar, un événement. Nous avons avec nous Monsieur Gérard Cortés de la société Eco-Gelec, bien entendu une société basée Centre de la France. En centre de la France, la Corrèze. En Corrèze. Alors, quand on parle de la Corrèze, bien sûr, on pense à une seule chose. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés et là, donc c'est une bonne terre où il y a la chance. C'est mieux de vivre en Corrèze. C'est une terre d'opportunité et effectivement, c'est une terre qui a vu passer 3 présidents de toutes tendances politiques confondues. Et le choix de la Corrèze, ça a été pour faire la promotion des énergies renouvelables au départ, puisque nous avons commencé dans la technologie des panneaux solaires photovoltaïques avec un parc d'investissement notamment basé entre la Corrèze d'une part et la région parisienne de l'autre. Alors voilà, donc, nous voyons comment les choses ont évolué. Ils sont là depuis 2009 avec une certaine expertise en matière énergétique. On va le savoir maintenant. Quels sont vos partenaires en France ? Alors, au départ, on a travaillé avec des grands groupes de la construction en France, des gens comme, si on peut les citer, des gens comme Eiffage, comme Bouygues, comme Bateg, qui fait partie du groupe Vinci. Alors, il faut aussi rappeler que le photovoltaïque en France a été assez chaotique parce que on a lancé une filière et donc la filière a démarré très fort, mais il y a eu des à-coups comme tout démarrage de filière. Et la société a décidé de se réorienter vers des problématiques de domotique, d'éclairage et de conversion d'énergie. Et dans ce sens, on a entrepris des partenariats donc avec des groupes de recherche pour lancer donc un programme de développement autour des nouvelles technologies donc d'électronique de puissance. De puissance, quand on parle de puissance, on parle de pays. Alors, vos références au niveau de pays, vous commencez par la France, il y a l'Afrique qui se développe. Quelles sont vos références en Afrique ? Alors, pour l'instant, on est à la recherche de partenariats pour justement développer du business en Afrique. On pense que l'idéal, c'est de créer donc des projets pilotes ou de se faire une expérience qui soit réplicable et exportable et qui réponde aux problématiques nouvelles, aux problématiques énergétiques qu'on trouve dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, par rapport même d'ailleurs à la francophonie, en l'an 2050, on sera près de 1 milliard, 900 millions. Et en l'an 2050, l'Afrique comptera en elle-même plus de 2 milliards d'habitants. Comment voyez-vous l'évolution énergétique dans ces domaines-là ? Alors, c'est une très bonne question. Il faut aussi rappeler que si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde à l'échelle de l'humanité sur une tendance de 10 000 ans, la quête de l'humanité, ça a toujours été d'aller vers une énergie plus abondante et moins chère. Il faut aussi rappeler que l'énergie, c'est une matière première. C'est une matière première qui est à la base de la richesse des sociétés. On ne peut pas dissocier le développement des sociétés et la consommation d'énergie. Pour une société, je suis riche, je consomme de l'énergie, et pour m'enrichir, j'ai besoin d'énergie. Donc c'est une question cruciale. Quand on voit des pays qui ont 10-15% de croissance, qui sont des taux de croissance qui font aujourd'hui rêver tous les pays d'Europe, il faut bien comprendre que cette croissance va s'accompagner d'une demande énergétique très forte et constante. Et donc c'est ce à quoi se prépare donc la société Eco-Gelec que je dirige, parce qu'on a conscience qu'il va falloir accompagner cette problématique et que la problématique nouvelle qui va se poser, que nos pays d'Europe et notamment des pays du Nord n'ont pas connue, c'est qu'il va falloir composer avec différents types d'énergie. Nos pays se sont structurés ou ont structuré leur modèle énergétique sur des énergies uniques.
On peut citer le nucléaire pour la France, c'est de plus en plus le charbon pour l'Allemagne, mais c'est le pétrole dans beaucoup de pays encore européens et aux États-Unis. Les sociétés modernes qui se construisent et qui bâtissent leur architecture énergétique vont devoir composer avec toutes ces énergies-là. Peut-être un peu de nucléaire, du charbon, et sans aucun état d'âme. Sans état d'âme, je souhaitais savoir pour vous, on voit, vous avez évoqué l'économie, donc il y a également l'émergence des pays avec des taux de croissance qui vont aller jusqu'à à faire le déchiffre. Et pour vous, quel est le bon modèle énergétique qu'on peut utiliser en Afrique? Le bon modèle énergétique, c'est le modèle qui permet aux gens de se créer de l'énergie peu chère, abondante et disponible. Je pense que c'est ça la préoccupation. Alors qu'est-ce qu'on met dans le coût de l'énergie? Est-ce qu'on considère que le coût de l'énergie, c'est le prix que l'on paye au compteur? Ou est-ce que, dans une réflexion un petit peu plus large et sociétale, le coût de l'énergie, c'est l'impact environnemental qu'on ne paye pas forcément au compteur, mais qui existe quand même dans l'énergie que l'on consomme? Je donne un exemple tout simple, vous allez comprendre la mesure du problème. Aujourd'hui, je peux acheter une énergie ou me créer une énergie avec des énergies fossiles qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Ça coûte pas très cher, je peux acheter un groupe électrogène et puis mettre 20 litres d'essence dedans. Je vais me créer de l'énergie pas très chère, mais je crée de la pollution qui fait que peut-être dans 20, 30, 50, 100 ans, je vais engendrer une montée des océans. Et comment chiffrer une montée des océans d'1 mètre? Comment est-ce que je chiffre ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre sur le prix de mon kilowattheure d'aujourd'hui le risque potentiel, ou peut-être pas, parce qu'on ne sait même pas, que dans 100 ans, j'ai des répercussions sur l'énergie que je consomme aujourd'hui. On est dans un casse-tête à la fois économique, parce que j'ai besoin de créer de l'énergie pas chère pour tout de suite, et un casse-tête de l'ordre de presque philosophique, de quel type d'énergie je dois utiliser aujourd'hui pour assurer mon confort d'aujourd'hui et assurer le confort et la survie de mes enfants et de mes petits-enfants dans 50 ou 100 ans. C'est une question dont on n'a pas fini de parler. Alors, la question qui revient à l'esprit de tout le monde, on a parlé de guerre nucléaire, là on dépasse ces guerres parce que tout le monde a son petit une arme nucléaire chez lui. Mais et là, la vraie guerre, on disait que c'est de l'eau, que ce sera la prochaine guerre. Mais moi, je suis en train de penser, c'est la guerre énergétique. Et comment voyez-vous la révolution énergétique? Alors, il y a un phénomène nouveau que nos anciens n'ont pas connu. L'arrivée des énergies alternatives nous offre l'opportunité de créer des centrales avec une granularité beaucoup plus faible que ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Je donne quelques exemples tout simples. Le parc nucléaire français aujourd'hui, c'est 58 réacteurs nucléaires qui font chacun plus d'1 gigawatt. À titre de comparaison, quelqu'un qui prend aujourd'hui quelques panneaux solaires arrive à faire sa petite centrale de 1 kW, 2 kW, éventuellement 100 kW. Et ça fonctionne avec peu de panneaux et il arrive à générer de l'énergie. 1 kW par rapport à 1 gigawatt, il y a un rapport 1 million entre les deux. Et ce qui est fantastique aujourd'hui, pour prendre les choses de manière un peu positive, on vit une époque formidable, dans la mesure où, quand on regarde le prix du kilowattheure installé, le prix d'une centrale nucléaire coûte à peu près 1 million de fois plus cher que le prix d'une petite centrale d'1 kilowatt. C'est-à-dire que je peux faire 1000 fois plus petit, 1000 fois moins cher. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, si je prenais du charbon, du nucléaire, de l'hydraulique, n'importe quel type d'énergie, j'étais obligé, pour avoir une économie d'échelle, j'avais une sorte de masse critique ou de taille critique du système énergétique en deçà de laquelle je ne pouvais pas descendre. L'opportunité qui s'offre aujourd'hui, notamment à tous les pays qui ont du soleil, c'est de pouvoir utiliser le réseau sur lequel on va prendre de l'énergie peut-être issue du charbon, du nucléaire, du fossile, et à côté de ça, de se faire sa petite installation et sa petite unité de production, très petite et très adaptée à son besoin.
Son besoin, les besoins africains aujourd'hui, rudimentaires, quels sont vraiment les besoins africains dans un petit village? Vous avez sillonné en fait l'Afrique dans un petit village. Voilà, quel est le besoin rudimentaire? Alors, les besoins rudimentaires, c'est des besoins qu'on a presque oubliés dans les pays du Nord. C'est de s'éclairer, c'est de charger son téléphone portable. Ensuite, c'est de faire du froid quand il fait chaud, c'est-à-dire de faire fonctionner la clim, mais pas tout le temps. C'est de faire du froid et de l'accumulation de froid dans les frigos. Ce sont des besoins qui finalement ne sont pas dans les mêmes ordres de grandeur que les besoins auxquels on s'est habitué dans les pays européens. Pour deux raisons. D'abord parce que dans les pays européens, on a été habitué à consommer de l'énergie qu'on avait à profusion. Et l'autre raison, c'est que c'est tout simplement un facteur climatique, c'est que dans les pays du Nord, on a besoin de faire du chaud quand il fait froid, alors que dans les pays du Sud, on a besoin de faire du froid quand il fait chaud. C'est-à-dire qu'il y a une bonne correspondance entre l'énergie primaire et l'énergie du soleil et le besoin énergétique du bâtiment. Et j'ajoute que l'échelle à laquelle on va construire les centrales énergétiques, ça va être l'échelle du bâtiment et ça va être l'échelle de l'écoquartier. Je pense qu'il y a des business models qui sont en train de se créer pour savoir qui va devenir l'opérateur énergétique. Est-ce que ça va être toujours l'État ? Mais est-ce que ça va être le propriétaire d'un bâtiment qui va par exemple fournir de l'énergie à ses voisins? Est-ce que ça va être un bâtiment collectif comme une mairie, une école qui va profiter de sa toiture pour mettre des panneaux dessus et donc permettre à tout le voisinage de s'équiper et de bénéficier d'énergie alternative, issue du soleil, issue du vent, il y a là tout un modèle à construire. Un modèle à construire. Le modèle français aujourd'hui, personne n'en veut dans le sens où c'est beaucoup plus cher. Les BRICS envahissent l'Afrique. L'Afrique du Sud, avec ses systèmes énergétiques, le mettre de barrages en place. Donc la France est à la traîne en fait en réalité. La France, en fait, je pense qu'on a... On a péché par déficit d'honnêteté. On n'a pas voulu admettre en France que grâce au nucléaire, on avait déjà résolu notre problématique d'énergie peu chère et abondante. Mais politiquement, on n'imagine pas un ministre de l'énergie ou un président de la République française expliquer qu'on va garder le nucléaire à vie et que pour se passer du nucléaire, il faut soit couper le chauffage, soit prendre des douches froides et en même temps se passer de regarder la télé. Ça passerait pas. Et comme en même temps, les énergies alternatives, c'est vendeur et c'est électoraliste, on est rentré dans une logique où on a dit, vous inquiétez pas, on va baisser le cours du nucléaire, on va baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Et ça, ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui les entendent. Moi, je milite pour que la France et l'industrie française arrivent à créer les conditions d'un pack énergétique et d'une solution énergétique qu'on va pouvoir fournir à des pays en développement. Mais le fond du problème, c'est d'arriver à fournir une solution énergétique viable et rentable. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'argent dans ces sujets-là. Il ne faut pas avoir peur de mettre comme préalable que notre client, qui soit un client français, qui soit un client de n'importe quel pays d'Afrique du Nord ou de l'Ouest, va être guidé par son propre porte-monnaie en termes de choix énergétiques à son compteur, à la porte de sa maison. Ce n'est pas parce que l'énergie est d'origine renouvelable que ça justifie de la faire payer 30% que de l'énergie fossile. Je pense qu'il y a une sorte de culpabilité malsaine à expliquer que c'est pas bien de consommer du fossile et qu'on devrait payer plus cher pour consommer de l'énergie d'origine renouvelable. Il faut au contraire que l'industrie s'organise pour que l'énergie renouvelable qui est plus vertueuse
soit en même temps moins cher que les autres énergies. Et là, la question ne se posera plus. On ne sera plus en train de se dire est-ce que je consomme de l'énergie fossile mais en polluant la planète, ou est-ce que je consomme de l'énergie d'origine renouvelable mais elle me coûte plus cher. Je pense que c'est pas la bonne manière de prendre les choses. Et de toute façon, l'économie se structure par le prix des choses. Donc on ne peut pas, même en France ça n'a pas marché, et dans des pays en développement, on ne peut pas s'encombrer de ce genre de scrupules, entre guillemets. Alors, pour terminer, ma dernière question serait, on n'arrive pas encore aujourd'hui à maîtriser l'énergie, à magasiner l'énergie, à les garder quelque part pour les redistribuer après. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de stockage qui est important. Il y a du coup un deuxième défi, une fois qu'on a réussi à produire de l'énergie peu chère, c'est de faire correspondre la production d'énergie à la consommation. Pour ça, il faut rajouter un peu d'intelligence. Je prends un exemple tout simple. Je suis dans une maison dans un pays où il fait chaud. J'ai besoin de faire de la clim. Il faut que je trouve un système qui fasse que je ne fais de la clim ou je ne fais du froid dans mon frigo que quand j'ai du soleil. Et du coup, je dimensionne mon installation pour que je minimise le stockage de l'énergie, qui est de toute façon, quel que soit le type d'énergie, une énergie qu'il faut minimiser. Donc je pense que les technologies aujourd'hui sont en train d'arriver, elles commencent à être prêtes. On a aujourd'hui des prix de panneaux solaires qui ont suivi la courbe de décroissance qu'on a connue dans l'informatique et qui vont continuer à baisser. Donc ça, c'est un signe qui est très encourageant. On a des technologies autour de la domotique, autour de l'Internet des objets qui vont aussi aider à structurer des habitats, des maisons et des quartiers qui vont non pas demander de l'énergie en fonction de la demande, mais adapter leur demande en fonction de l'énergie disponible, qui vont être capables de faire la part des choses entre l'énergie qui vient de leur toiture solaire, l'énergie qu'ils prennent sur leur groupe électrogène et l'énergie qu'ils vont aller chercher sur le réseau, et qui vont être capables de manière quasiment dynamique de choisir en temps réel quel type d'énergie ils utilisent. Est-ce qu'ils prennent l'énergie directement de leurs panneaux? Est-ce qu'ils prennent l'énergie de leur petite batterie qu'ils ont dimensionnée au minimum? Est-ce qu'ils mettent en route leur groupe électrogène? Est-ce qu'ils récupèrent de l'énergie venant du réseau qui vient de la centrale à charbon mais qui va coûter peut-être plus cher et qui va peut-être être moins disponible? C'est toutes ces questions-là qu'on est en train de... pour lesquelles la France a une vraie opportunité à sortir des solutions crédibles, encore une fois industrielles et peu chères, parce que il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce que ça vient de France qu'on va pouvoir les vendre plus cher que les Chinois. Et là, il y a un vrai défi et il y a des vraies opportunités en lesquelles je crois profondément. Vous croyez à cela, nous croyons aussi à cela. Vous êtes là à la francophonie de la langue française. Il y a aussi la francophonie de l'énergie. Alors, un mot pour partir, l'énergie en Afrique, vous voyez comment ? Alors, l'énergie en Afrique, je pense qu'on parlait tout à l'heure du mixte énergétique. Je pense qu'il y aura aussi un mixte des réseaux, c'est-à-dire qu'il va falloir cohabiter avec des technologies anglo-saxonnes, des technologies chinoises. Et l'intérêt de la francophonie, c'est qu'on a parlé de culture, on peut aussi parler de réseau, on peut aussi parler tout bêtement de normes. Quand on regarde, il y a beaucoup de pays... Les ISO ? Alors, au-delà de ça, la manière dont les réseaux ont été structurés, c'est-à-dire que forcément, l'histoire qu'il y a entre la France et beaucoup de pays d'Afrique a fait que naturellement, les réseaux se sont structurés un peu à l'image de ce qui se fait en France. Donc, on a une place de choix, puisqu'on est capable d'expérimenter des choses en France qui vont être transférables facilement donc dans des pays d'Afrique. À nous, industriels français, d'être capables de transférer ça intelligemment. Pourquoi pas en tissant des partenariats intelligents et vertueux pour faire ce qu'on sait faire bien et à faible coût en France et transférer une part de la valeur ajoutée du système global à des installateurs, à des électriciens, à des gens qui vont s'occuper de structurer leur réseau, qui vont du coup être capables de prendre à leur compte un certain nombre de technologies,
notamment je pense à des technologies autour de l'algorithmique, de l'Internet des objets, de la conversion d'énergie, des panneaux solaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de fabricants de panneaux solaires qui sont en train de se développer en France, avec aussi un objectif de rentabilité et qui vont permettre de tisser des partenariats donc intelligents pour que chacun gagne de l'argent et que chacun ait intérêt à promouvoir des technologies françaises en Afrique. Merci Monsieur Gérard Cortés. Merci, vous êtes un expert. On voit à travers votre expertise, on sait que vous parlez de l'énergie, c'est votre dada, c'est votre passion. Et également votre métier, votre industrie, enfin votre société travaille en relation avec l'Afrique. Avez-vous trouvé le marché? Il y a des partenariats, hein? Vous espérez quelque chose ici? Alors ici, oui, j'espère tisser des partenariats. J'espère aussi avant tout bien comprendre les besoins. Parce que avant de... Et nous fourguer les choses. Oui, je pense que voilà. Non, mais j'ai bien choisi. C'est bien choisi. Je pense que le meilleur partenariat, c'est un partenariat où tout le monde se retrouve gagnant et où tout le monde a intérêt à l'utiliser et où tout le monde gagne de l'argent. Je pense que c'est et quand je dis tout le monde, c'est l'industriel, c'est l'installateur et c'est le client final qui lui va tout bêtement regarder sa facture et va avoir aussi forcément l'intelligence de regarder son budget énergétique, non pas au jour le jour, mais sur quelques années. Et là, je pense qu'il y a des choses passionnantes et utiles à construire. Merci, Monsieur Gérard Cortés. Merci à vous. Merci.